Je reprends la parole sans trop de scrupules, puisque Benoît Denis va aussi parler de l'autobiographie. Politique de l'autobiographie chez Sartre, c'est le titre que tu nous proposes. Benoît Denis, vous le savez sans doute, et c'est marqué sur le programme, enseigne à l'Université de Liège. Vous connaissez probablement son livre le plus cité, à savoir Écriture et engagement, qui est paru au Seuil en collection Point il y a, je dirais, 3 ans, 4 ans, 5 ans déjà. Voilà, Benoît, je compte sur toi pour briser la jurisprudence instaurée hier après-midi et essayer de nous ramener dans les durées légales de ce colloque. C'est à toi. Bon, je vais essayer donc. Politique de l'autobiographie, vous savez qu'un des grands livres écrits sur Sartre écrivain par Denis Ollier s'intitulait Politique de la prose. Et dans le fond, après cette espèce d'inauguration, utiliser un titre comme celui que j'utilise peut apparaître comme un procédé un peu éculé, qui n'engage a priori pas à grand-chose. S'agissant de Sartre, utilise accoler le terme politique à un thème. Dans le fond, c'est s'assurer, avant même de savoir de quoi on va parler, qu'on retombera d'une manière ou d'une autre sur ses pattes. Et y ajouter un pluriel, comme je l'ai fait à propos de politique, dans le fond, augmente encore la latitude qu'on s'est donnée. Donc je voudrais commencer peut-être par essayer de préciser le sens ou l'essence que recouvre ce titre pour moi. Alors, la première acception du titre est sans doute la plus métaphorique. Évoquer une politique de l'autobiographie, ça va consister d'abord, pour moi, à m'interroger sur le rôle et la place du genre autobiographique dans le massif de l'œuvre sartrienne, question banale s'il en est. Tout comme il est banal de le noter aujourd'hui, c'est que les publications posthumes de Sartre ont essentiellement révélé un écrivain que Michel Deguy, dans un article du magazine littéraire, n'avait pas hésité à appeler un virtuose de l'écriture intime. De carnet en correspondance, il y a là un matériau riche qui accompagne, si on y regarde bien, la presque totalité du parcours sartrien et qui relève dans sa diversité de ce qu'on appellera peut-être l'écriture de soi ou la littérature personnelle, de préférence à autobiographie, dont le sens restreint suppose de la part de l'auteur un récit rétrospectif construit et agencé de façon à produire une image de soi et de sa vie. Même si l'essentiel du corpus de l'écriture de soi chez Sartre échappe à cette définition générique restrictive de l'autobiographie, on soulignera cependant, et je soulignerai en tout cas, la permanence chez l'auteur d'une réflexion sur les conditions de possibilité et sur les formes de l'écriture autobiographique, réflexion qui, dans une large mesure, informe la perception que nous pouvons avoir de ces textes dispersés et variés qui constituent le continent sartrien de l'écriture intime. De ce fait, il va être peut-être plus question dans mon propos du projet autobiographique sartrien, plus que des réalisations effectivement produites. Ou, si on accepte une nuance que je proposerai, il va être plus question de l'autobiographique chez Sartre que de l'autobiographie au sens strict. En d'autres termes, et contrairement à ce que vient de faire Jean-François Louette, je vais très peu travailler le texte, je ne vais même pas le travailler du tout, je vais travailler davantage sur une espèce de programme que Sartre aurait pu élaborer et que je vais m'efforcer de reconstituer. Alors, une fois ce premier point posé, une deuxième question vient immédiatement à l'esprit, et elle touche à la fonction que l'écriture autobiographique sartrienne a pu remplir, et en particulier à l'articulation du littéraire et du politique qu'elle suppose. Par bien des côtés, en effet, la modernité a érigé l'autobiographie en un genre littéraire autonome, doté de ses propres codes et voué à une recherche spécifique, partiellement affranchie au moins, du devoir d'exactitude ou de vérité référentielle. Pour le dire autrement, l'autobiographie en régime de modernité est autant, sinon plus, une expérience d'écriture dans laquelle le sujet écrivant est son propre matériau qu'un témoignage ou un document que l'auteur livrerait sur lui-même dans la transparence naïve d'une écriture de la notation ou du souvenir. Mais en même temps, s'agissant d'un écrivain qui a une action publique comme Sartre, il est patent que le récit de vie pose la question du rapport au politique et à l'engagement. Peut-on en effet imaginer une autobiographie sartrienne qui ne revienne pas, d'une manière ou d'une autre, sur ces questions centrales dans son parcours? On peut alors franchir un pas supplémentaire, et ce sera le dernier, et se demander si l'autobiographie sartrienne relève finalement de la littérature engagée, dont on sait évidemment la place qu'elle a prise chez l'auteur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et je retombe là évidemment sur mes dadas. Alors, je voudrais rappeler rapidement que la littérature engagée sartrienne, contrairement à ce que une espèce de caricature médiatique
contrairement à l'image qu'une certaine caricature médiatique essaye d'en donner, la littérature engagée sartrienne se présente comme une espèce d'utopie qui consisterait à rechercher une littérature qui soit à la fois pleinement littéraire et simultanément pleinement politique, c'est-à-dire engagée dans un processus de transformation du monde, sans renoncer en rien à ce qui ferait sa littérarité. Et de ce point de vue, la critique a souvent opposé deux temps dans la réflexion sartrienne. Le premier temps serait celui de la littérature engagée à finalité essentiellement politique, temps qui va de la libération au début des années 1950. Et cette période serait sanctionnée par une forme d'échec, représentée par l'inachèvement des chemins de la liberté. Le second temps de la réflexion de Sartre serait celui de l'engagement littéraire, c'est-à-dire celui de l'interrogation sur ce à quoi engage le choix de l'écriture ou de la littérature. Réflexion qui serait visible, notamment, mais pas seulement, dans les biographies de Mallarmé ou de Flaubert. Or, il serait facile de montrer qu'engagement dans la littérature et engagement de la littérature dans le combat politique constituent en fait les deux faces d'une même problématique sartrienne et que l'auteur ne les a jamais dissociés dans sa réflexion. Simplement, on peut s'interroger quant à leur point d'application. À la Libération, il est clair que la littérature engagée sartrienne se conçoit essentiellement en référence à la prose romanesque et qu'elle se confronte notamment au modèle négatif du roman à thèse. Vu sous cet angle, c'est vrai, les chemins de la liberté représentent une espèce d'échec et en tout cas un coup d'arrêt. Mais on peut précisément se demander si, dans la suite, au moment où Sartre entame la première rédaction des mots sous le titre de Jean Santerre, ce n'est pas l'autobiographie qui prend le relais du roman et en vient à cristalliser chez lui l'ambition d'une littérature pleinement engagée. C'est précisément ce report ou ce transfert vers l'autobiographie du programme de l'engagement littéraire que je voudrais interroger ici. Alors, pour en revenir un peu au fond des choses, si je puis dire, dans l'acception stricte du terme, donc, l'œuvre autobiographique de Sartre se réduit à un seul ouvrage. Ce sont les mots, et ce texte, je viens de le dire, a été ébauché dès les années 1953-54 sous le titre de Jean Santerre, avant que Sartre ne le remanie au début des années 60 et lui donne son titre définitif. Sa publication en 1963 valut à l'auteur la double gloire d'être consacré par le Nobel et de faire scandale en le refusant. Ajoutons encore que les mots sont généralement considérés comme une œuvre majeure, mais atypique dans la production sartrienne. Pour reprendre des expressions qui ont régulièrement cours, il s'agit d'un récit truqué, d'une vocation d'écrivain assimilée à une névrose, et simultanément d'un plaidoyer pro-domo d'un intellectuel engagé. On pourrait dire aussi, et beaucoup de commentateurs l'ont fait valoir, que ce texte relève d'une écriture de la modernité, si l'on entend par là un texte réflexif et critique, remarquable, par son dialogisme et par sa virtuosité parodique. Ajoutons que ce texte, qui a été défini comme un adieu à la littérature, n'a pas tardé à trouver aussi sa critique, au point que c'est un ouvrage qui est aujourd'hui l'un des textes les plus commentés de Sartre, et sans doute celui aussi autour duquel s'est élaboré le discours d'escorte le plus riche et le plus insistant. Les mots apparaissent ainsi comme le coup d'éclat sur lequel se clôt l'œuvre proprement littéraire de Sartre, commencé sur cet autre coup d'éclat que fut La nausée. Et il y a d'ailleurs entre ces deux œuvres, dont la gestation s'est pareillement étalée sur près de 10 ans, une manière de symétrie inversée. La nausée se donne pour une fiction d'apparence autobiographique. Roquentin confie à son journal une expérience existentielle radicale, donc fiction d'apparence autobiographique, là où les mots se veulent une autobiographie retravaillée par la fiction, Sartre se mettant en scène à travers le personnage de Poulou, figure partiellement fictive de l'enfance sartrienne. Lu dans la perspective du salut par l'art, La nausée est le récit d'une vocation littéraire qui se révèle, Roquentin souhaitant transcrire sa découverte existentielle de la contingence dans une autre sorte de livre, dans la conclusion, tandis que les mots exposent, pour la déconstruire, la genèse d'une vocation d'écrivain, démarche au terme de laquelle il s'agit, selon une citation régulièrement alléguée, de ranger l'impossible salut au magasin des accessoires. Pour reprendre une formule très sartrienne, tout se passe donc comme si les mots venaient idéalement boucler une boucle, celle de la littérature, dont Sartre aurait ainsi fait le tour entre 1938 et 1963. Et c'est peut-être cet aspect-là que je vais essayer un peu d'interroger aussi. Alors, en présentant les choses comme ça, on le voit bien,
l'autobiographie sartrienne induit immédiatement la construction d'un discours et d'une image de soi, puisque, en somme, la lecture des mots tente à imposer une certaine vision de l'œuvre sartrienne dans son entier et de l'évolution du rapport de l'auteur à la littérature. Vision qui, dans le fond, a généralement été reprise et entérinée par la critique. Il n'en reste pas moins qu'entre ces deux textes qui balisent l'œuvre littéraire de Sartre, une manière de renversement radical s'est produite quant à la possibilité même des discours biographiques et autobiographiques. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'œuvre de Sartre est en effet d'être d'un bout à l'autre traversée par une interrogation, à la fois littéraire et philosophique sur ces questions, et notamment La nausée, je l'ai déjà dit, prenait la forme d'un journal dans lequel Antoine Roquentin, lui-même biographe d'un improbable marquis de Rolbon, consignait jour après jour l'expérience existentielle de sa solitude asociale, telle qu'elle devait le mener à la découverte de la contingence. Cependant, la fiction des papiers retrouvés, sur laquelle s'ouvre le roman, ne cesse de se dénoncer elle-même. On pense à l'avertissement des éditeurs qui commence ainsi: ces cahiers ont été trouvés parmi les papiers d'Antoine Roquentin, nous les publions sans rien y changer, et évidemment, le caractère éculé du procédé fait que, immédiatement, le lecteur se sait en face de quelque chose qui relève de la fiction. Le procédé se dénonce lui-même, c'est une chose bien connue. Donc, d'un côté, cette fiction des papiers retrouvés se dénonce elle-même, mais Roquentin lui-même, concluant à l'impossibilité de jamais atteindre la vérité de ce que fut l'aventurier Rolbon, renonce, au cours du roman, à son projet de biographie. Mise en échec de l'écriture de soi renvoyée à la fiction, impossibilité d'atteindre à la connaissance de l'autre, voici, me semble-t-il, grossièrement résumé, les deux pôles entre lesquels, aussi avant-guerre, la réflexion sartrienne sur le biographique. Cependant, là où Roquentin échoue, le Sartre qui est mobilisé durant la drôle de guerre réussit singulièrement. Les carnets qu'il tient compulsivement durant cette période sont en effet une manière de journal dans lequel l'auteur consigne quotidiennement ses expériences pour en dégager la signification existentielle, où il interroge son statut d'intellectuel ou sa vision du monde, et où il élabore par bribes et morceaux, et Jean-François l'a bien montré, où il élabore par bribes et morceaux la doctrine philosophique qu'il formalisera dans l'être et le néant. Bien plus, là où Roquentin renonçait à écrire la biographie de Rolbon, Sartre, lui, parvient à établir dans ses carnets le fil de la biographie d'un autre aventurier, Guillaume II, dans laquelle il entendait montrer par quelle médiation l'atrophie congénitale du bras dont souffrait le Kaiser pouvait expliquer le bellicisme allemand et la guerre 14-18, ce qui est dans le fond le comble, me semble-t-il, du biographisme. Alors, ce double renversement, quant aux biographies et à l'écriture de soi, préludait en fait un troisième retournement, alors que Roquentin, du haut de sa solitude asociale, ironisait avec mépris sur l'autodidacte, converti à l'amour de l'humanité et inscrit à la SFIO, après avoir découvert la fraternité dans un camp de prisonniers de la Première Guerre, Sartre allait lui aussi découvrir l'engagement dans la solidarité du Stalag, dans un éblouissement d'autant plus soudain et spontané qu'il correspondait presque parfaitement au scénario dont La nausée avait tracé le plan à propos de l'autodidacte. Dans le fond, tous les éléments qui vont constituer la conversion de Sartre au politique sont exposés dans La nausée à propos de l'autodidacte. Donc on voit ici que la fiction romanesque et la trajectoire effective de Sartre mobilisent les mêmes schèmes biographiques de la conversion au politique, l'une pour les repousser avec ironie et mépris, c'est La nausée, l'autre pour les prendre au sérieux et comme au pied de la lettre, le plus troublant étant ici que la fiction anticipe en quelque manière sur le vécu de l'auteur. Alors cette piste de lecture mériterait, qui a déjà été évoquée plusieurs fois par d'autres, mais enfin elle mériterait sans doute d'être poussée plus loin, d'autant que les mots la relaient implicitement puisque il renvoie toute cette partie de la vie de Sartre au temps des illusions et d'existence mystifiée par la mythologie du grand homme et du grand écrivain. Et en somme, on peut dire que cette rupture majeure qui a été la guerre dans l'existence de Sartre, et telle qu'il l'a décrit, est encore, si on veut, quelque chose qui est inscrit dans l'illusion biographique ou mystificatrice dans laquelle Sartre évoluait alors. Mais il importe peut-être, pour le propos que je voudrais essayer de tenir ici, il importe peut-être davantage de noter deux choses à propos de ceci. C'est que, d'une part, de La nausée au carnet, s'établit une liaison forte et presque contraignante entre écriture de soi, biographie et engagement politique. Le premier roman de Sartre manifestant à leur égard un triple constat d'impossibilité ou un triple refus. Là où les carnets, au contraire, vont renverser
ce constat, en consacrant au contraire donc leur étroite et nécessaire articulation. Deuxième chose, ou d'autre part, ce renversement des années 39-40 va en quelque sorte libérer chez Sartre l'écriture biographique et autobiographique, laquelle va désormais accompagner toute la suite de son parcours. D'abord s'ouvre la possibilité de la biographie existentielle, esquissée avec Guillaume II et annoncée dans L'être et le néant avec le chapitre sur la psychanalyse existentielle, qu'on a déjà beaucoup évoqué ici. Et donc ça conduira aux grandes biographies de l'après-guerre, du Baudelaire au Flaubert. Et ensuite, évidemment, les carnets marquent le démarrage d'une pratique, me semble-t-il assez récurrente dans l'après-guerre, de l'écriture de soi ou du discours sur soi, formant une espèce de nébuleuse autobiographique que je n'ai pas le temps de décrire ici tout à fait, mais dont je vais simplement marquer quelques éléments. Il y a évidemment les carnets de la drôle de guerre, redoublés, complétés, dans une relation qu'il serait évidemment intéressant d'étudier par la correspondance avec Beauvoir. Il y a aussi tout un ensemble, d'ailleurs assez réduit, mais me semble-t-il assez intéressant, de textes consacrés à des amis morts, les textes sur Nizan, Merleau, Camus, et même aussi Gide, qui sont des espèces de tombeaux, mais des tombeaux dans lesquels le récit d'une amitié débouche aussi, je crois, chez Sartre, sur une forme d'autobiographie intellectuelle. Et ça vaudrait la peine, évidemment, de les regarder dans cette perspective-là. Alors, le lieu central, évidemment, de l'autobiographie chez Sartre, c'est, je l'ai dit, ce sont les mots. Mais plutôt que de m'arrêter sur ce texte surcommenté et bien connu, je voudrais rappeler surtout que l'auteur envisageait de donner une suite aux mots, racontant cette fois l'adolescence de l'auteur et le remariage de sa mère. Alors, pour diverses raisons que Philippe Lejeune, notamment dans un long article consacré à ces questions à étudier, donc pour diverses raisons, cette suite n'aura jamais lieu et restera à l'état de projet, mais le fait atteste que Sartre, dans la dernière partie de sa vie, avait conçu un projet autobiographique assez vaste et ambitieux qui aurait couvert l'ensemble de son parcours. C'est donc ça qui va m'intéresser. Ajoutons ceci, c'est que se confondant avec les déclarations de l'auteur, dans les déclarations de l'auteur avec l'hypothétique suite des mots, Sartre envisageait aussi de produire une autobiographie qu'il appelait, dans l'autoportrait à 70 ans, son testament politique. Relevant donc du genre du témoignage sans doute, mais aussi du legs intellectuel, ce projet, à la nature très floue, il faut le dire, en gros Sartre dit il se serait agi non plus d'écrire comment on devient écrivain, mais d'expliquer comment un intellectuel en vient à la politique. Ce projet, donc, n'a pu être réalisé en raison de la cécité ou de la quasi-cécité dont Sartre a été atteint aux environs de 1972. Par compensation, s'est alors substituée une autre pratique abondamment décrite par Philippe Lejeune, celle de la biographie dialoguée, comme il l'appelle, où Sartre parle de lui-même dans des interviews réalisées par des proches et ensuite publiées en volume. Je n'en cite que 3 parce que ce sont à mon sens les plus importants, mais il y en a d'autres. C'est d'abord le film Sartre par lui-même, de Contat et Astruc. C'est l'autoportrait à 70 ans, interview réalisée par Michel Contat. Et ce sont enfin les entretiens avec Jean-Paul Sartre, réalisés par Simone de Beauvoir en 1974 et publiés à la suite de la cérémonie des adieux. Alors, on pourrait évidemment hésiter à ranger cet ensemble dans la catégorie de l'autobiographie sartrienne, mais il n'en reste pas moins que ces interviews, longues et riches, réalisées par des proches en sympathie avec l'auteur et avec son plein assentiment, portent souvent dans leur titre ou dans l'accompagnement discursif qui les entoure, portent souvent dans leur titre la marque de l'autobiographie, Sartre ayant accepté de les considérer comme telles ou partiellement comme telles. Enfin, mais je ne m'arrête pas là-dessus, il y a, et dans le fond, le propos de Jean-François Louette m'invite quand même à y insister, il faudrait aussi faire un sort dans toute cette affaire aux mémoires de Simone de Beauvoir, qui, à partir de 58, vont faire office de chronique officielle de la trajectoire littéraire, intellectuelle et politique du couple. D'une certaine manière, Beauvoir, en écrivant ses mémoires, se situe aussi sur le terrain qu'une autobiographie sartrienne devrait couvrir. Et d'une certaine manière, il s'agit de savoir dans quelle mesure le projet mémorialiste de Beauvoir a dispensé ou empêché Sartre de traiter ensuite un certain nombre de choses.
Et j'aurais tendance à dire que, sans doute, ça l'a dispensé, plutôt qu'empêché, et que ça a en quelque sorte libéré un espace dans lequel Sartre a pu s'engouffrer pour, disons, concevoir un projet autobiographique singulier. Alors, si je les circonscris comme ça rapidement et très schématiquement, la série des textes autobiographiques forme un ensemble qu'on peut juger vaste et important, mais qui est surtout éclaté, hétéroclite et marqué par l'inachèvement, caractéristique bien connue de l'œuvre de Sartre. L'écriture de soi et le discours sur soi sont incontestablement des points fixes de l'activité sartrienne d'après-guerre, mais ces pratiques sont soumises à une importante variation, tant dans le matériau autobiographique offert que dans les moyens utilisés ou les enjeux qui commandent ces interventions. Et je voudrais dire un mot de ce dernier point, soit les enjeux. Il faut évidemment noter que le privilège qu'on accorde au mot, et qui est un privilège naturel, me semble-t-il, masque parfois que l'autobiographie sartrienne répond à des intentions et mobilise des ressources qui ne relèvent pas seulement de la littérature, mais que dans ses diverses actualisations, cette autobiographie manifeste aussi son insertion dans d'autres champs, finalement tous les champs sur lesquels Sartre a voulu se situer. Comme le montre par exemple les carnets, mais là Jean-François en a fait la démonstration tout à l'heure, l'autobiographie s'inscrit aussi dans une pratique propre à l'existentialisme au sens large, qui voit l'énonciation philosophique s'exprimer à travers une première personne, qui n'est pas simplement la représentation d'un cogito abstrait et universalisant, mais qui se veut aussi la mise en scène dramatisée de la personne même du philosophe et de son expérience vécue. Par ailleurs, les interventions autobiographiques de Sartre ne peuvent se comprendre que rapportées aux enjeux propres à l'univers intellectuel de son temps. Comme le démontrent suffisamment les mots, mais aussi dans le fond ce que Laurent Génie disait hier des textes sur Venise, l'autobiographie sartrienne ne cesse de se pratiquer dans la confrontation à la psychanalyse, en ce qu'elle est notamment un jeu subtil et souvent parodique sur les limites que Freud imposait à l'auto-analyse. Et sur un terrain plus directement politique, il me semble tout aussi visible que l'écriture de soi chez Sartre se pense aussi comme un refus radical de l'autocritique communiste ou de la bio-communiste, tant dans son principe que dans sa forme. Alors, cette dispersion de contenu, de forme ou d'enjeu prouve au moins une chose, c'est que l'autobiographie chez Sartre est un genre de la transaction, si je peux utiliser cette idée, genre de la transaction qui lui permet de faire le lien entre les différentes facettes de son activité. Et c'est pourquoi sans doute l'autobiographie accompagne continuellement l'entreprise sartrienne. Plus qu'une unité de réalisation, il y a ici une sorte d'unité de projet qui tend à faire de l'autobiographique un élément régulateur de la trajectoire sartrienne, une pratique conçue et projetée comme accompagnant idéalement son entreprise. Et c'est sur cette autobiographie en projet donc que je vais essayer de me centrer en prenant en considération les déclarations programmatiques de Sartre, notamment dans l'autoportrait. En effet, si l'écriture de soi devient possible et nécessaire à partir de la guerre, c'est peut-être parce que, en tout cas c'est ce que je vais essayer de poser comme hypothèse, c'est peut-être parce que la nécessité alors proclamée de l'engagement exige un accompagnement autobiographique qui en serait à la fois la norme régulatrice et l'attestation. Dans Situation 2, on le sait, Sartre propose cette définition célèbre de l'engagement. Un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière d'être embarqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres l'engagement de la spontanéité immédiate au réfléchi. Citation très connue. Donc, en tant qu'il est une démarche volontaire et un choix fondamental, l'engagement se distingue donc du fait banal, parce qu'il est le propre de la réalité humaine, d'être embarqué ou dans le coup. Et il s'en distingue en ce qu'il suppose la mise en œuvre d'une réflexivité critique. L'écrivain est engagé dans la mesure où il prend conscience de sa situation, des conditionnements qui pèsent sur lui et qui informent sa vision du monde. S'engager ne revient donc pas seulement à prendre position, s'y ajoute une manière d'ascèse intellectuelle qui consiste en une entreprise de connaissance critique de soi, typique d'ailleurs de l'éthos intellectuel. Sartre a continuellement pratiqué cette posture réflexive, qui est visible par exemple tout au long des carnets de la drôle de guerre, et il n'en reste pas moins que, dans l'après-guerre, en devenant un trait définitoire de l'engagement sartrien, cette posture de réflexivité critique tend à faire de l'autobiographie le lieu privilégié de cette ascèse intellectuelle, et par conséquent à inscrire la démarche autobiographique au cœur même de l'engagement.
dans une manière d'accompagnement constant et nécessaire des prises de position politiques. Cette position, Sartre la défendra d'ailleurs encore dans l'autoportrait, donc à la fin de sa vie, lorsqu'il répondait à Contat, qui lui demandait si une vérité peut s'énoncer indépendamment de celui qui l'exprime. Et voilà la réponse que Sartre lui faisait. Il dit « ce n'est plus intéressant. C'est supprimer l'individu et la personne du monde dans lequel nous vivons et s'en tenir aux vérités objectives. On peut arriver à des vérités objectives sans penser sa propre vérité. Mais s'il s'agit à la fois de parler de l'objectivité qu'on est et de la subjectivité qui est derrière cette objectivité et qui fait partie de l'homme au même titre que son objectivité, à ce moment-là, il faut écrire « moi, Sartre ». Donc, on le voit, vérité objective telle qu'elle débouche sur les prises de position politique, vérité subjective de l'énonciateur telle qu'elle implique éventuellement l'écriture de soi. Ces deux pôles-là constituent les pôles autour duquel se définit solidairement l'engagement sartrien, attestant de la sorte que l'émergence du projet autobiographique est chez Sartre, je crois, constitutive de l'entreprise engagée au sens où elle en constitue une manière d'élément régulateur, ou si l'on veut, ou au sens où elle en constitue le moment nécessairement réflexif. En ce sens, ceci éclaire et justifie la définition lapidaire que Beauvoir, dans ses mémoires, a donnée de l'engagement, en disant « l'engagement, somme toute, n'est pas autre chose que la présence totale de l'écrivain à l'écriture ». Non seulement l'engagement exige la connaissance de soi, mais il implique également que l'auteur mette en gage la totalité de sa personne. On retrouvera donc ici une autre dimension cardinale du discours sartrien sur l'engagement, la légitimation de la démarche par le risque encouru, à l'aune duquel se mesure en quelque manière la valeur même de cet engagement. Pour le dire très vite, c'est à cette dimension que se ralliera Michel Leiris dans la célèbre préface à l'âge d'homme, avec l'image de la corne du taureau. Donc, me semble-t-il, la représentation sartrienne de l'autobiographie se conçoit ou peut se concevoir idéalement comme une mise en danger de soi, dans laquelle un auteur, qui n'a rien dans les mains, rien dans les poches, s'expose publiquement. Ainsi définie comme démarche réflexive et mise en scène dramatisée de la personne de l'auteur, l'autobiographie se caractérise aussi par le refus, formel chez Sartre, du narcissisme. Narcissisme que Sartre condamnait dans le fond dès les années 38-39 en assimilant l'exploration de l'intimité subjective à un rapport de soi à soi négativement marqué. Je rappelle les termes utilisés dans le bref article sur Husserl, à propos de cette intimité subjective. Sartre utilise des expressions telles que moite intimité gastrique, saumure malodorante, caresse ou dorlotement de notre intimité, ce qui me semble très nettement marqué par la péjoration. Alors, lié au refus constant de Sartre de considérer l'auto-affection comme une perception originaire et fondatrice, la réfutation de la vie intérieure entraîne une prise de distance avec ce qu'on pourra nommer l'écriture intime. Et dans l'autoportrait, Sartre reviendra sur cette idée en la formulant en ces termes. Donc, il me semble qu'il y a une sorte de permanence là. Le narcissisme, selon moi, est une certaine manière de se contempler réflexivement, de s'aimer. C'est une façon de vouloir se retrouver tel qu'on s'imagine être dans ce qu'on fait. Bref, c'est un rapport constant à soi, soi n'étant pas d'ailleurs exactement le soi actif qui parle, qui pense, qui rêve, qui agit, mais plutôt un personnage fabriqué à partir de lui. Je ne crois pas que le rapport juste de soi avec soi doit être un rapport d'amour. Je pense que l'amour est le vrai rapport de soi avec les autres, dit-il. Donc, ce refus du rapport narcissique de soi à soi qu'incarne l'écriture intime paraît aussi expliquer pourquoi, chez Sartre, la pratique de l'écriture ou du discours sur soi, dans son tout venant, a souvent pris la forme de l'échange avec l'autre, intime ou ami proche. Je pense aux correspondances, je pense aux interviews, mais je pense même au dialogue post-mortem des tombeaux que j'évoquais tout à l'heure. Cette manière plus ou moins dialoguée de parler de soi, c'est peut-être un moyen d'éviter les pièges du narcissisme. Le jeune dirait que ça n'a pas suffi. Toujours est-il que le matériau autobiographique sartrien n'offre guère en effet d'aperçu sur la vie intérieure, et en cela, il ne répond jamais tout à fait à l'attente classique du lecteur, et pour tout dire, il paraît pauvre. Jamais nous n'avons le sentiment de découvrir un Sartre privé et secret, dont la vie et les comportements différeraient du personnage public. À certains égards, cette posture peut paraître comme contradictoire avec la volonté constamment réaffirmée de transparence de Sartre. On le sait, Sartre refusait la distinction de vie privée et entre vie publique et sphère privée,
estimant que dans la société idéale pour laquelle il militait, cette distinction n'aurait plus de pertinence, et que les rapports interpersonnels s'établiraient dans une forme de limpidité absolue. Cette utopie totalitaire de la transparence est en première instance une manifestation du caractère politique du projet autobiographique sartrien, évidemment. De la même manière que dans la société en révolution permanente qu'il appelle de ses voeux, l'intellectuel est destiné à disparaître parce que tous seront aptes à faire son travail, l'autobiographie, dans cette perspective, deviendrait en quelque sorte la forme même du littéraire, tout en perdant sa valeur distinctive, puisque la transparence serait généralisée. Autrement dit, tout le monde pourrait écrire sa biographie, tout le monde pourrait faire de la littérature, donc où serait encore la littérature, si on veut? Alors, on sait aussi que dans l'état présent de la société, pour Sartre, cette transparence était inatteignable et que les rapports interpersonnels continuaient à être marqués pour lui par le secret que l'autobiographie ne pouvait jamais lever, nécessitant alors de recourir à la fiction pour contourner l'obstacle. Enfin, ça, ce sont des choses bien connues à propos de Sartre. C'est les moments où il parle de fiction vraie ou de vérité fictive. Toute formule qui oppose à la transparence autobiographique rêvée l'épaisseur et l'opacité de l'écriture littéraire, comme si la littérature ne conservait de sens qu'à l'intérieur d'une société séparée, société de classe, contre laquelle l'intellectuel Sartre n'a cessé de se dresser. Et on retrouve là cet imaginaire de la dépossession que Denis Ollier a beaucoup exploré à propos de Sartre et de quelques autres. Reste qu'il convient de s'interroger sur la manière dont s'articulent dans le projet autobiographique sartrien des impératifs aussi divers que connaissance réflexive de soi, refus du narcissisme, volonté de transparence et présence du secret au cœur du vécu intime. Alors on pourrait avancer que cet ensemble de données en apparence contradictoires tendent à s'unifier autour d'une dimension originale de la conception sartrienne de l'autobiographie. Celle-ci, en effet, consisterait à se montrer en tant que Sartre est n'importe qui. Cette vocation de l'autobiographie était déjà en germe dans l'exploitation littéraire que Sartre entendait faire du concept d'intentionnalité. L'article sur Husserl se concluant sur cette affirmation significative, ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons, c'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. Pareillement, les mots s'achèvent sur une proposition analogue. Si je range la possible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. On connaît toutes ces citations. Alors, reprise dans l'autoportrait, cette volonté de se penser n'importe qui, que Sartre distingue fortement de la recherche de l'anonymat ou de la personnalité, il ne confond pas les choses. Donc, cette volonté de se penser n'importe qui apparaît comme un élément central et définitoire de son projet autobiographique. D'une part, être n'importe qui, c'est fondamentalement justifier sa prétention à être un intellectuel. Parvenir à se connaître et à se montrer en tant que n'importe qui, c'est se constituer concrètement en universel singulier, ou, pour le dire autrement, c'est vouloir mettre au jour, au cœur du sujet autobiographique, dans sa singularité inaliénable, ce qui constitue la part commune, ce qu'il possède en partage avec tous les hommes. Et d'autre part, cette ascèse autobiographique, parce qu'elle demande à dégager ce n'importe qui constitue le sujet, permet à celui-ci d'échapper, idéalement, au narcissisme. Ce que Sartre prétendrait, dans le fond, ici aimer en lui, c'est ce qu'il partage avec tous les autres. Tout comme cette possibilité résout, partiellement au moins, l'antinomie du secret et de la transparence, puisqu'il s'agit précisément pour le sujet de connaître en lui ce qui l'universalise, ce qui constitue sa part commune d'humanité. On voit qu'il y a là une sorte de renversement, me semble-t-il, quand même, par rapport à l'idée qu'on se fait traditionnellement de l'autobiographie. Du coup, on peut mesurer que l'autobiographie sartrienne, en tant que projet ou programme, est partie prenante de l'entreprise engagée, en ce sens que non seulement elle accompagne les prises de position politiques, mais aussi qu'elle se veut prise de position. Au point qu'on pourrait dire qu'il s'est plus agi pour Sartre de faire acte autobiographique que d'écrire son autobiographie, comme s'il lui fallait marquer à chacune des étapes de son engagement politique les transformations personnelles que celui-ci entraînait. On notera d'ailleurs que toutes les poussées autobiographiques de Sartre sont contemporaines de ses moments les plus engagés. Les carnets accompagnent la mobilisation et la guerre. La première version des mots en 1953 date de son rapprochement avec le Parti communiste. La version définitive des mots en est écrite à la fin de la guerre d'Algérie.
Et les grandes interviews autobiographiques sont réalisées au lendemain de mai 68. Il me semble qu'il y a toujours là une sorte de cohérence entre ces moments. Alors, ceci invite enfin à s'interroger sur la dimension testamentaire de l'autobiographie chez Sartre. La littérature engagée, on le sait, c'est conçu comme une littérature de l'immédiateté et de l'urgence, périmable et périssable, en raison même de sa liaison forte aux circonstances extérieures qui l'ont suscité. En voulant écrire pour son époque, Sartre a pris des situations d'eux, une position diamétralement opposée, disons, à la doxa littéraire, pour faire vite, position consistant dans un refus radical de ce qu'il appelle la postérité. En apparence, donc, le projet autobiographique se situe en contradiction avec cet axiome central de la doctrine sartrienne. Quoi de plus inscrit d'une certaine manière dans la longue durée, quoi de plus marqué par le souci de la postérité qu'un testament. Situation 2, d'une certaine manière, donne par avance réponse à cette question en définissant le rapport négatif de Sartre à la postérité. Là, je ne résiste pas à faire deux citations qui m'ont toujours beaucoup amusé. Il dit « Nous ne souhaitons pas gagner notre procès en appel et nous n'avons que faire d'une réhabilitation posthume. C'est ici même et de notre vivant que les procès se gagnent ou se perdent. » Et un peu plus loin, « N'est-il pas offensant que le secret de notre époque et l'exacte estimation de nos fautes appartiennent à des gens qui ne sont pas encore nés et à qui nos fils et petits-fils donneront des fessées longtemps encore après notre mort. Nous voulons couper l'herbe sous le pied de ces morveux et nous désirons établir tout de suite et pour toujours ce qu'il faudra qu'ils pensent de nous. » Alors, la dernière phrase de cette citation établit clairement que le refus de la postérité pour Sartre consiste non seulement à vouloir avoir raison ici et maintenant, mais aussi qu'il s'agit pour lui de ne pas laisser la postérité juge de son action. En cela, l'autobiographie a pour fonction, précisément, d'établir tout de suite et pour toujours ce que les générations futures devront penser de lui. On retrouve là un volontarisme typiquement sartrien qu'il faut relier, je crois, à son refus obstiné de toute forme d'autocritique et d'autojustification. Chez cet auteur qui déclarait n'avoir aucune solidarité temporelle avec lui-même, c'est dans les carnets, l'écriture de soi vise à dire la vérité d'une trajectoire bien plus qu'à en justifier les erreurs. Et typique de cette attitude, la réponse de Sartre à la question de Michel Contat, qui évoquait la polémique avec Claude Lefort et le groupe Socialisme ou Barbarie, à Contat qui lui demandait s'il ne considérait pas que, rétrospectivement, Claude Lefort et ses compagnons avaient eu raison. Sartre objectait à Contat en lui disant « Aujourd'hui, leurs idées peuvent peut-être paraître plus juste que celles que je formulais en 1952. Mais elles ne l'étaient pas à ce moment-là, parce que leur position était fausse. Ce n'est pas parce que je juge aujourd'hui le parti comme eux le jugeaient à l'époque que leurs raisons sont nécessairement les bonnes. Les vérités sont devenues, et ce qui compte, c'est le chemin qui y mène, le travail qu'on fait sur soi et avec les autres pour y arriver. Sans ce travail, une vérité peut n'être qu'une erreur vraie. » Alors, parvenu à ce stade, le rôle et la fonction de l'autobiographie dans l'entreprise de l'engagement sartrien se dessinent, me semble-t-il, plus clairement. En mettant bout à bout plusieurs des citations que je viens de faire, on pourrait dire que l'autobiographie sartrienne est le lieu où s'énonce et se travaille la vérité devenue de l'engagement. Ni autocritique, ni autojustification, elle vise à communiquer cette vérité dans ce qu'elle a d'irréductiblement singulier. Il faut pouvoir dire « moi, Sartre ». Dans ce qu'elle a d'irréductiblement singulier, mais aussi en la fondant, ou en fondant sa prétention à l'universalité. Il s'agit donc bien d'inscrire au cœur de l'autobiographie une dialectique du subjectif et de l'objectif, du singulier et de l'universel, de faire le récit d'un cheminement personnel qui soit aussi et intégralement une prise de position politique. Cette vérité autobiographique est donc à plusieurs niveaux, et pour cette raison, elle ne peut advenir, Sartre l'a dit et répété, et tous les commentateurs y ont insisté, que par le truchement de la fiction et par ce qu'il appelait écrire en style, c'est-à-dire dire 3 ou 4 choses en une. Il y a la phrase simple avec son sens immédiat et puis dessous simultanément des sens différents qui s'ordonnent en profondeur. On connaît bien ce genre de définition que Sartre donnait du style à la fin de sa vie. Alors cette pluralité des significations qui est nécessaire au projet qu'on vient d'exposer est également ce qui rend l'autobiographie sartrienne éminemment littéraire, dans son projet en tout cas, si du moins on accepte de faire de cette polysémie un trait définitoire de la littérature en régime de modernité. À partir de là,
Le dispositif littéraire adopté par Sartre dans son projet autobiographique est bien connu. Il consiste à articuler l'une à l'autre deux strates chronologiques distinctes, un récit de vie fait d'une succession d'époques singulières, ce qu'on pourrait appeler des âges de la vie, et puis un récit critique de sa trajectoire intellectuelle, constitué quant à elle d'une série de conversions et de ruptures. C'est évidemment à ce niveau qu'intervient le travail proprement fictionnel dont Sartre n'a cessé d'affirmer la nécessité. Il consiste dans l'opération de cimentage qui vise à souder ces deux strates distinctes en faisant en sorte que le récit biographique s'accorde en quelque manière miraculeusement à l'analyse politique ou idéologique qui le sous-tend. En d'autres termes, il faut que le matériau autobiographique soit retravaillé de manière à permettre la mise en scène des postures intellectuelles successives adoptées par Sartre et de faire apparaître celle-ci comme la vérité devenue et objectivée de l'expérience singulière du sujet. Dans le chapitre de « Je est un autre » qu'il avait consacré à Sartre, Philippe Lejeune avait aperçu, dans le fond, le principe de ce dispositif que je voudrais essayer un petit peu de radicaliser ici en distinguant trois époques. Alors la première, et c'est là-dessus que je vais finir, la première, la seule à avoir fait l'objet d'un récit achevé, est celle du Sartre écrivain, tel qu'il s'est défini jusqu'en 1939, époque dont la nausée serait, selon les propres termes de Sartre, l'aboutissement littéraire. Marquée par le non-engagement, la théorie de l'homme seul et la croyance dans le salut par l'art, cette époque est renvoyée à travers les mots à la période de l'enfance, période de la genèse de la vocation littéraire. Enfant gratuit et arbitraire, Pouloup a dû compenser son injustifiable contingence par un désir de gloire et de postérité susceptible de fonder sa nécessité. Ça, c'est, disons, bien connu. Et donc, répondant à la question « Comment devient-on écrivain ?», les mots lient indissolublement l'enfance à la période d'entre-deux-guerres de Sartre, ce qui explique le lien circulaire que l'on notait en commençant entre la nausée et les mots. Reste que cet adieu à la littérature n'en est en fait pas un. Dans cette première phase de son autobiographie, Sartre donne certes congé aux illusions et croyances qui ont fondé sa relation primitive à la littérature, reprenant ainsi à son compte d'ailleurs une critique de la mythologie littéraire qui était déjà présente dans Qu'est-ce que la littérature ? Mais en aucun cas, me semble-t-il, et contrairement à ce que les critiques les mieux intentionnés ont voulu croire, Sartre ne renonce aux ressources que lui offrait l'écriture littéraire. Dans le fond, il pratique à ce moment-là ce que j'appellerais une espèce d'athéisme de la littérature, c'est-à-dire il ne croit plus à son système de croyances, il n'y adhère plus, mais en même temps, l'écriture littéraire reste pour lui, évidemment, un moyen ou une ressource non négligeable. Et c'est ce que démontre, je crois, nettement la seconde époque de l'autobiographie sartrienne, telle, du moins, qu'il envisageait de l'écrire. Alors, celle-ci, je crois, si on collationne un petit peu ces déclarations à ce sujet, cette deuxième partie devait s'ouvrir, en effet, avec la rupture de la guerre et la découverte de l'engagement, deuxième rupture de la trajectoire intellectuelle. Le récit sartrien, d'ailleurs, présente véritablement ce moment comme une conversion. Et donc, dans la suite des mots, l'auteur envisageait d'aborder la période de l'adolescence, marquée par le remariage de sa mère, par la prise de conscience de sa laideur et par la découverte de la violence des rapports sociaux. Répondant à la question « Comment un intellectuel en vient-il à la politique ?», ce récit autobiographique, tel qu'on peut le reconstituer, aurait consisté à lier la découverte adolescente du conflit et de la violence à l'engagement, tel que Sartre l'a découvert après 1945 et tel qu'il l'a manifesté dans son rapprochement de 1952 avec le PC et pendant la guerre d'Algérie. Si on suit les propos de Sartre à ce sujet, cette suite des mots se serait d'abord présentée comme un testament politique avant d'être envisagée comme une nouvelle, dit-il, une nouvelle où, et je le cite, l'élément de fiction aurait été très mince, dit-il. J'aurais créé un personnage dont il aurait fallu que le lecteur pût dire « cet homme dont il est question, c'est Sartre ». Ce qui ne signifie pas que, pour le lecteur, il y aurait dû y avoir coïncidence du personnage et de l'auteur, mais que la meilleure manière de comprendre le personnage aurait été d'y chercher ce qui venait de moi. C'est ça que j'aurais voulu écrire, une fiction qui n'en soit pas une. La vérité de l'écriture, ce serait que je dise « je prends la plume, je m'appelle Sartre, voici ce que je pense ». Alors, il m'est difficile de me représenter concrètement ce qu'aurait pu être ce texte, d'après les déclarations que Sartre en fait. Mais il me semble en tout cas que les rapports de l'autobiographique et du fictionnel semblent s'inverser par rapport aux mots ici. Dans le cas des mots, l'autobiographie était certes truquée par la fiction, mais elle restait première dans le pacte de lecture, elle s'affichait comme autobiographie.
Dans la suite des mots, on aurait eu affaire au contraire à une fiction, laquelle serait ensuite comme contaminée par l'autobiographique ou la lecture autobiographique. Et si je comprends bien ce que dit Sartre, mais je peux me tromper, il se serait établi une espèce d'étrange protocole de lecture, voulant peut-être qu'auteur et narrateur se confondent, comme dans l'autobiographie, tout en restant distinct du personnage principal, ce qui dérogerait là, ce qui dérogerait, me semble-t-il, au pacte autobiographique, sans renvoyer pleinement au système de la fiction romanesque. On aurait donc eu là une espèce d'étrange monstre générique, mais monstre générique qui, d'une manière ou d'une autre, reste encore littéraire, ça me semble incontestable. On peut enfin se demander, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, si ce programme autobiographique ne se complète pas d'une troisième et dernière époque qui s'ouvre pour Sartre avec Mai 68 et consistant dans la critique de la conception classique de l'intellectuel petit bourgeois tel que l'auteur prétendait l'avoir incarné durant la période précédente. Sartre affirmait en effet avoir découvert avec Mai 68, je le cite, le vrai rapport à la politique, qui impliquait de renoncer au rapport de surplomb qui caractérisait l'intellectuel classique, s'exprimant au nom des masses, ou au nom de masses qu'il se serait agi d'éclairer. Sartre entendait ainsi devenir un parmi les autres, s'exprimant avec les masses et non plus à leur place. Dans ce cas cependant, l'articulation entre récits proprement autobiographiques et exposés critiques de la trajectoire intellectuelle se donne sous une forme inédite et comme définitive. L'événement autobiographique central de ce récit potentiel, c'est la cécité, en tant qu'elle empêche désormais Sartre d'écrire et donc d'exploiter les ressources de la littérature. Il lui faudra désormais se confier au travail collectif, à l'interview, au film documentaire pour assurer l'énonciation autobiographique. Du coup, l'adieu à la littérature que les mots avaient faussement mis en scène est cette fois consommé et sans retour possible. Mais en même temps, comment ne pas voir que Sartre fait ici de sa cécité un nouveau dispositif de mise en scène de soi qui s'accorde étroitement au thème de l'autobiographie politique qu'il livre alors sous forme dialoguée. Le génie de Sartre, dans une ultime pirouette, aura ainsi consisté à faire de sa nécessité le dernier acte de son aventure intellectuelle. En détruisant complètement son métier, comme il le disait, elle l'a en quelque manière libéré de son rapport bourgeois à la littérature et de sa dépendance aux oripeaux du style. Aveugle, Sartre est enfin n'importe qui, n'existant qu'avec et par les autres, au sein d'une entreprise désormais collective. Comme l'enfance injustifiable de Pouloup, comme la violence de l'adolescence rochelaise ou la fatalité de la laideur, la cécité joue ici comme le dernier dispositif fictionnel de l'autobiographie sartrienne, et le versant incarné et subjectif de sa dernière métamorphose d'intellectuel engagé. Pas plus que son enfance ou son adolescence, Sartre ne l'a choisi, mais il a choisi d'en faire l'ultime rupture de son parcours, la plus radicale et la plus définitive. En somme, le dernier acte autobiographique de Sartre, qui est aussi une prise de position politique, aura consisté à faire de sa cécité la vérité devenue de son parcours. Ouais. Merci Benoît. Effectivement, il y a une complémentarité frappante entre les deux exposés autour de cette nébuleuse autobiographique sartrienne. C'est l'heure de la pause. Normalement, on va manger la pause de quelques minutes pour s'offrir un temps de discussion, même bref. Alors, je propose la parole à qui veut la prendre dans l'Assemblée. Jacques Le Carme. Voilà, tu as... Malgré ta voix de tu vas attendre le micro. Les interventions qui précèdent, et en particulier, par exemple, chez Benoît Denis, le lien entre ce qu'on pourrait appeler l'engagement politique et l'engagement qu'on pourrait appeler autobiographique, une écriture en responsabilité personnelle. Alors, ma simple gêne, et là ça me rappelle de vieilles discussions il y a 25 ans avec mon ami Philippe Lejeune, viennent de l'usage dans vos deux intitulés du terme autobiographie. Je m'explique d'abord une remarque, Sartre a toujours détesté le mot autobiographie. Dans l'Idiot de la famille, il y a une note sur les écrits de jeunesse de Flaubert qui est rudimentaire. L'autobiographie ment toujours, le roman dit toujours la vérité. Je ne peux pas donner la référence, je ne l'ai pas en tête. C'est dans l'Idiot de la famille. Pour les mots, il arrive toujours à éviter le terme autobiographie. Il a
admis après tout que l'éditeur le classe dans la catégorie essai. Et pour moi, il y a vraiment un genre que Sartre lui-même a défini, de l'essai martyr, de l'essai à la première personne, qu'il avait déjà spécifié à propos de l'Éris, de Bataille. Il ne parle pas d'autobiographie, hein, il parle d'essai martyr. Alors, cette gêne, bon, je me dirais, on peut parfaitement employer le terme indépendamment de cela. Sartre a une allergie à l'autobiographie qu'il a en commun avec les grands écrivains de sa génération, avec Camus en particulier, je ferai la même remarque. Alors, ce qui me frappe, et l'idée m'en est venue dans la magnifique interprétation que Jean-François faisait d'une magnifique page de L'être et le néant, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas primat de l'autobiographie, mais de la biographie, et en particulier, alors quel est le terme employé? Pourquoi on ne parle jamais d'hétérobiographie, après tout? Une chercheuse américaine avait inventé le genre de l'autrobiographie. Ça n'a pas eu de succès. Mais tout de même, dans tous les exemples que vous citez, Sartre ne fait un énoncé, je l'admets, autobiographique, qu'à la faveur d'un protagoniste dont il fait le portrait ou la biographie. C'est même vrai pour les mots. Sans Charles Schweitzer, Sartre ne se définirait pas. C'est vrai pour l'autobiographie fictive de la nausée, sans le marquis de Rolbon, il ne s'exprimerait pas. Et tous les autres textes où effectivement il y a la plus grande forte teneur autobiographique de ça, il a toujours besoin. Où est-ce qu'on trouve le plus d'autobiographèmes? C'est dans le Saint-Genet, à mon avis, même dans la préface à André Gorz, dans le Paul Nizan, dans le Merleau-Ponty. Et je me demande si, enfin c'est juste une hypothèse, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle est hasardeuse. Est-ce que Sartre n'est pas resté fidèle à sa condamnation d'Amiel et de Proust dans le texte sur Husserl jusqu'au bout, précisément par ce primat, je ne vois pas d'autre mot qu'une hétérobiographie ou une biographie conflictuelle, agonistique, enfin voilà, c'est la seule chose. Mais ce n'est qu'une question de terme, de terminologie. Alors Benoît ou Jean-François, est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole? Non, pour le dire rapidement, je suis assez d'accord, puisque au début, j'ai essayé de dire autobiographie et biographie et engagement. J'ai pris trois termes, hein, j'ai abandonné après celui de biographie, mais il me semble évidemment que les choses ne peuvent pas être dissociées chez Sartre. Simplement, bon, c'est vrai que c'est une question de terme. Sartre n'aimait pas le terme d'autobiographie. Et c'est vrai que tout ce qui serait le rapport narcissique de l'écriture intime, enfin, ou à l'intimité subjective, il le maintient comme quelque chose de négatif tout au long, d'où l'invention d'une forme autobiographique qui soit sans doute une manière de déroger à l'autobiographie au sens classique du terme. Mais en même temps, je ne vois pas comment ne pas penser ça aussi dans l'histoire d'un genre. Il me semble que Sartre a sa place dans l'histoire de ce genre-là. Non? Est-ce qu'on peut faire l'histoire de l'autobiographie sans... Dans nos débats, Philippe Lejeune, je mettais au centre de l'autobiographie moderne. Je n'ai pas dit que je le mettais au centre. Moi, j'avais dit un cas limite de l'autobiographie, si je me souviens bien, dans la vénérable revue d'histoire littéraire de la France. Et je le maintiens, un cas limite. Oui, juste... oui, il me semble qu'il y a une chercheuse aussi qui a parlé de l'amphibiographie, une espèce d'autobiographie de deux personnes à la fois, Catherine Poisson. Maintenant, si tu veux, mon objection, ça serait que, au fond, il est absolument impossible qu'une autobiographie ne parle pas d'autrui. C'est-à-dire, si tu veux, tout sujet se définit dans un champ de relation, donc toute autobiographie est structurellement une autobiographie aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas faire intervenir un autre que soi, tu comprends? Donc, je reste un peu dans l'incertitude là-dessus. Je comprends bien ton argument, et c'est vrai qu'à certains égards c'est un cas limite de l'autobiographie. Peut-être aussi parce que c'est aussi une idée qui a été soutenue. Les mots est un récit d'enfance, mais est-ce que c'est un récit dans lequel on goûte, on sent de l'enfantin? Peut-être pas. Mais je ne suis pas entièrement convaincu qu'on puisse le faire quitter le champ de l'autobiographie et l'histoire de l'autobiographie, dont pour moi c'est un texte majeur. On va poser peut-être une question simplement, et comme Grégory Corman a pris la parole, je vais la lui donner la priorité, je vous en prie. Ou alors très brièvement l'un et l'autre. Oui, je
serai bref. Simplement, je vais le dire à ta place, mais tu as, à la fin de ton exposé, buté quelquefois sur, en tout cas, une formule qui m'est trottée à l'esprit, il faut faire de cécité vertu, quelque chose comme ça. Ça m'amène à reposer une question. À partir de Carnet est arrivé effectivement plutôt à l'autoportrait à 70 ans. Moi, je crois que tu as tout à fait raison. Le motif, ce n'est pas de dire simplement de dire que l'autobiographie devrait amener Sartre à se décrire comme n'importe qui. Dans les carnets, c'est précisément face à ce risque d'anonymat, face à l'insouciance des soldats qui l'entourent, que Sartre va évidemment thématiser l'engagement et proposer une première tentative de psychanalyse existentielle. Et effectivement, je pense que c'est à ce moment-là que le thème de la 16 apparaît sous la plume de Sartre, qu'il relie Gide, non pas pour mettre en évidence une sorte de complaisance à soi dans le journal de Gide, mais pour montrer comment il faut y voir un travail de transformation de soi, qui permet effectivement de donner un sens au sujet, au thème de la réflexion pure chez Sartre. Du côté philosophique, ce serait le thème de la réflexion pure comme effectivement accompagnement d'une entreprise qui serait à mettre en évidence. Reste quand même, dans la citation que tu as dite, il y a le avec les autres. C'est un travail sur soi avec les autres. Alors ma question est simple, c'est il y a deux voies donc pour ce travail autobiographique. C'est à la fois de dire qu'il faut intégrer nécessairement de la fiction au récit autobiographique, et en même temps qu'il faut intégrer, il faut faire un travail avec les autres. Alors, quel est ce rapport entre ces deux dieux, si on peut dire, entre la nécessaire place à accorder à la fiction et puis le travail avec les autres? Comment est-ce que ça se recoupe, peut s'articuler chez Sartre dans un certain nombre de textes de Sartre de la fin de sa vie, par exemple? C'est ça, si tu attends que j'articule la relation de la fiction à l'altérité, etc., ça je vais pas... c'est quelque chose comme ça. Je vais pas le faire spécifiquement. Il me semble quand même que chez Sartre, la motif du avec les autres apparaît à partir du moment où il perd la vue. Jusque-là, il me semble que c'est pour les autres. Le syntagme, c'est pour les autres, c'est pas avec les autres. Donc moi j'aurais tendance à les mettre dans une relation de successivité. Voilà, une toute petite dernière remarque, très brève, monsieur, si vous voulez prendre la parole, et puis on s'arrêtera ensuite, je suis désolé. Monsieur Denis, vous avez mentionné, si j'ai compris bien, un certain impasse, même un échec du projet de chemin de la liberté à cause de son caractère inachevé. J'aimerais savoir votre avis sur les rôles d'inachèvement dans la pensée de Sartre. Du point de vue conceptuel, nous savons l'importance de la main constitutive, de l'impossibilité du pour soi de s'accomplir, l'idée de l'existence comme un mouvement toujours hors de soi vers le futur. Et du point de vue des textes, l'inachèvement est pratiquement une règle. Je pense dans les dernières pages des questions de l'être lénien, de la conduite interrogative matérialisée par Quentin, pleine d'inachèvement et d'incertitude. Il y a aussi l'inachèvement du texte sur Flaubert. Je pense aussi dans le deuxième tome de la critique de la raison dialectique, et sans parler dans l'inachèvement de cette philosophie des tiroirs de Sartre, à savoir les ouvrages publiés posthumement, Vérité, Existence et aussi Carrière sur la morale. De cette manière, les caractères inachevés du chemin de la liberté ne peut être considéré plutôt qu'un échec, une expression littéraire d'une philosophie même d'inachèvement. Alors, est-ce qu'on reste sur la réponse que vous apportiez à votre propre question, ou est-ce que Benoît prend la parole brièvement? Très brièvement, je veux dire, c'est vrai que c'est une... L'explication que vous proposez résout élégamment le problème. Reste néanmoins quand même que Sartre
a toujours dit que pour lui, les achever ce cycle-là lui pesait, qu'il s'était rendu compte que c'était devenu impraticable, et d'une certaine manière, qu'abandonnant les chemins de la liberté, il n'écrira plus de romans. Il essaiera d'en écrire d'autres, etc. Donc il y a quand même bien quelque chose là qui s'arrête. Et que pourtant, en 1945, il présentait comme la voie royale. Hein. Donc, que vous le pensiez en termes de reconfiguration du projet, finalement conforme aux attendus philosophiques, etc., que Sartre a pu développer, oui. Mais en même temps, par rapport à une voie qu'il avait dessinée et cherché à imposer à la Libération, il est clair qu'il transforme le projet. Enfin, je veux dire, il pense ça comme une impasse.